Typique Soir, Jean-Jacques Seymour reçoit Emmanuel Macron. Bonsoir, monsieur Macron. Bonsoir. Et voilà que votre mouvement En Marche se dirige maintenant vers les Antilles. Alors d'abord, vous allez me dire quel est le but particulier de votre séjour là-bas. Écoutez, je me rends à partir de ce vendredi 16 décembre en Guadeloupe, puis en Martinique et ensuite en Guyane. Et je passerai donc 5 jours au total dans ces 3 départements français, avec beaucoup de bonheur. L'idée, c'est d'abord d'aller au contact, de rencontrer toutes celles et ceux qui, étant adhérents En Marche, sympathisants ou ultramarins intéressés aux multiples problématiques que j'ai évoquées, c'est aller au contact, c'est les rencontrer, c'est comprendre, c'est écouter comme je le fais partout. J'aurai l'occasion d'organiser donc plusieurs rassemblements, un dans les 2 îles et sur le territoire guyanais, donc à travers des réunions publiques, où là je veux pouvoir également traiter des principaux sujets qui traitent de la vie des ultramarins, les sujets évidemment économiques, les sujets d'emploi, en particulier d'emploi des jeunes, de commandes publiques, d'infrastructures, les sujets de sécurité aussi qui sont très importants sur ce territoire. Je pense en particulier en Guadeloupe où mon ami Harry Chalut accorde beaucoup d'importance à ce sujet. Vous voulez dire qu'Harry Chalut a rejoint votre mouvement déjà ? Je ne suis pas en train de vous dire ça, c'est à lui de le dire, mais en tout cas d'abord depuis que je suis ministre, on entretient une relation qui est extrêmement suivie et il était convenu dès le début que ce déplacement, en particulier commencerait avec son département, sa région, et que nous puissions avoir avec le président Chalut un échange. Et donc j'aurai d'ailleurs beaucoup de plaisir à organiser cette première réunion publique que je ferai donc à mon arrivée le 16 décembre dans sa ville. Donc je suis pas en train de vous dire que là-bas l'objectif c'est de procéder à des ralliements politiques. C'est d'ailleurs pas comme ça que le mouvement En Marche fonctionne. Mais il y a des sympathies qui se créent, il y a des sympathies qui existent, et c'est vrai que avec le président du conseil régional de Guadeloupe, nous entretenons de très bonnes relations, nous avons eu beaucoup d'échanges. Je verrai aussi plusieurs maires, je verrai évidemment le président de la Martinique également, et évidemment le président Alexandre en Guyane. Oui. Donc c'est un voyage aussi républicain. Mais l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre le terrain. J'y vais pour prendre quelques engagements clairs, j'y vais pour passer quelques messages, à la fois des messages sur nos mémoires partagées dans la République, sur les problématiques du quotidien des ultramarins, mais également pour écouter. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller dès le début de la campagne, parce que je ne voulais pas faire, si vous voulez, la chorégraphie habituelle, si je puis utiliser ce terme, c'est-à-dire me rendre dans le dernier mois dans ce qu'on ne considère plus que comme une réserve électorale, prendre des engagements qu'on ne tiendra pas pendant le quinquennat qui suit si on est élu, et ne pas m'intéresser, ne pas construire en quelque sorte le projet pour ces territoires avec les habitants, les forces vives, celles et ceux qui sont aussi le plus en difficulté dans ces territoires. Aussi parce que je travaille avec beaucoup d'ultramarins qui sont aujourd'hui pour des raisons professionnelles en France métropolitaine. Et donc c'est ce dialogue que je veux poursuivre dans les prochains mois. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous prendrez des engagements clairs sur quelques sujets. Lesquels ? En particulier, je vous le disais, en termes de sécurité, c'est important là d'être clair sur les moyens que je compte mettre et la visibilité que je veux donner aux engagements de la République, parce que je vois particulièrement, c'est vrai qu'en Guadeloupe, la criminalité a beaucoup augmenté ces derniers temps, et en même temps qu'elle se durcissait. On connaît aussi les défis en Guyane, où la situation géographique du territoire guyanais fait qu'on a des problèmes en particulier sur les zones aurifères. Donc il faut des engagements très clairs en termes de sécurité sur lesquels je reviendrai. Il faut aussi, en termes économiques, acter du fait que ces territoires sont placés dans des régions qui ne sont pas les mêmes que la France métropolitaine, et qui donc sont soumises parfois à de la concurrence différente, avec un coût de la vie qui est différent. La loi Lurel, à ce titre, avait répondu à une partie des préoccupations. Et donc, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de création d'emplois, il faut aussi aménager des flexibilités qui sont importantes.
Et puis en termes de commandes publiques, de gestion des infrastructures, de délai de paiement, il y a aussi beaucoup d'attentes que je veux là entendre et quelques orientations que je veux prendre. Est-ce que vous estimez, comme certains, que l'outre-mer coûte trop cher dans les circonstances actuelles? Vous savez, il faut être clair. Ça va toujours mieux en le disant, de manière générale. Si on considère que ça coûte trop cher, il faut prendre les décisions qui vont avec. Par exemple? Non, mais que ceux qui disent ça aillent au bout de leur raisonnement. Ils veulent se séparer de ces territoires? Ils veulent considérer qu'il faut sortir l'outre-mer de la République? Moi, je crois pas. Je pense que c'est une chance. C'est une chance parce que les territoires ultramarins, d'abord, ça fait partie de la diversité française, de la force de la République. Et c'est dans l'unité de la République que se construit aussi la présence de ces territoires. C'est par ces territoires que nous sommes présents dans la zone Caraïbe, en Amérique du Sud, dans la zone Pacifique également, dans la zone Afrique-Océan Indien. Et donc, on a une présence, un rayonnement de la France par ces territoires qui existe, se construit. On a ensuite des richesses. On ne les regarde pas assez. Touristiques. On ne les a pas suffisamment développées ces dernières années. On parle là d'îles ou de territoires qui ont une potentialité de tourisme qui est aujourd'hui sous-exploitée. Ensuite, on a une capacité d'activité économique, de recherche et de rayonnement qui est réelle. La Guyane en est une belle illustration avec le CNES et avec toute l'activité satellitaire et spatiale que nous avons développée depuis le territoire de Guyane. Avec d'ailleurs, ça s'est amélioré ces dernières années, mais c'est encore insuffisant, un retour réel pour les populations et le territoire qu'il faut là aussi consolider. Mais plus largement, ce sont des terres, ce sont des trésors en termes de biodiversité. Vous savez, on a de la biodiversité tous les jours à la bouche en France métropolitaine. Formidable. Et on sait parler de la biodiversité quand on parle à Madagascar, quand on parle à l'Afrique du Sud, quand on parle aux autres grandes puissances, et on ne sait pas voir que nous avons en France des territoires qui portent la biodiversité. Ceux que je viens d'évoquer, mais également l'île de la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Puis on a aussi des réserves formidables de matières premières. On sait l'importance du nickel en Nouvelle-Calédonie, des réserves aurifères en Guyane, qu'il faut développer dans le respect de l'environnement, qu'il faut développer, exploiter à l'aune du XXIe siècle, mais qui sont là aussi des vrais potentiels d'activité, de création d'emplois et développement. Donc moi je pense au contraire que ces territoires sont des richesses. Simplement, la République est indivisible, mais elle est en même temps multiple. Et les défis de ces territoires ne sont pas les mêmes que ceux que nous avons quand nous vivons en Corrèze, en Bretagne ou en Alsace. C'est un fait. Parce que ce sont des territoires qui peuvent être très éloignés en étant des îles, très éclatés si on prend la Polynésie, ou confrontés à une concurrence, une situation économique, sociale de pays voisins qui les placent dans un contexte profondément différent. Oui. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut savoir différencier notre action, apporter une autre réponse, parce que la délinquance, la criminalité n'est pas la même, parce que le défi économique n'est pas le même, parce qu'on le voit bien, la situation des jeunes n'est pas la même. Donc moi, ce sont des territoires à qui je veux donner la chance de réussir dans la République. Donc je ne l'aborde pas, si vous voulez, en disant « il coûte trop cher ». Je ne l'aborde pas non plus en disant « la réponse au territoire ultramarin, c'est faire des cadeaux ». C'est aller promettre, surtout la période y aidant, d'être le Père Noël après mai 2017. D'abord parce que, vous savez, ça fait des décennies qu'en Outre-mer, on a connu beaucoup de Père Noël. La hotte paraissait séduisante avant le mois de mai, et ça durait 5 ans, ça ne donnait pas grand-chose. Quand je vois le pacte de croissance en Guyane, ça fait 5 ans que le Père Noël n'est toujours pas passé malgré les promesses. Donc je ne ferai pas de promesses budgétaires intenables, je sais qu'il y a des engagements à prendre, c'est aussi pour ça que je vais entendre, mais je prendrai quelques engagements clairs de réforme. Ouais. Alors justement, vous venez de le préciser, l'outre-mer, c'est la présence commerciale et économique de la France, c'est aussi la présence culturelle par le rayonnement, n'est-ce pas, de nos départements et territoires, c'est aussi la présence politique dans un monde où la liberté est de plus en plus rare, et en tout cas un bien rare. Ah, formidablement, et ça vous avez raison de le souligner, ce sont des pôles démocratiques, des pôles de liberté politique dans des régions qui parfois sont soumises à des tensions, à des frictions, et c'est parce que tout ça se construit ensemble
vous avez raison de rappeler l'importance de la culture et de la langue. Les territoires d'outre-mer, c'est un modèle politique. Ce sont des libertés politiques, économiques, sociales, des préférences que nous portons, qui s'ancrent dans les 5 continents et qui en même temps portent notre culture et notre langue. Et ça, je le dirai, le redirai. J'aime cette littérature des Chamoiseau, des Glissant et de tant d'autres. Et j'aime ce français. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Révolution en rendant hommage à la langue française parlée en particulier aux Antilles, mais aussi sur le territoire guyanais, néo-calédonien, polynésien ou réunionnais. Il y a un rapport à la langue française et en même temps aux valeurs de la République qui est unique. Il est unique parce que il est, au fond, même lorsque ces territoires ne sont pas à proprement parler des îles, il est toujours un peu insulaire. C'est-à-dire c'est une France qui porte tellement fièrement ses valeurs, sa langue, sa grammaire, ses mots coruscants, elle le porte avec d'autant plus de fierté qu'elle est exposée à d'autres langages, qu'elle est exposée à d'autres populations, qu'elle est exposée parfois à d'autres pressions, il faut bien le dire. C'est aussi ça que j'irai défendre. La crise mondiale, vous le savez, ne nous a pas épargnés, outre-mer. Nous sommes dans l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment, Emmanuel Macron, qu'il faut plus d'Europe pour continuer à nous intégrer au sein de cette communauté? Oui, il faut plus d'Europe et avec une Europe qui sache défendre, ce sera le rôle de la France et j'y attacherai une importance toute particulière, qui sache défendre là aussi les productions et les intérêts de ces territoires pour lesquels les accords commerciaux, les relations commerciales avec les pays voisins prennent encore plus de relief. Et c'est vrai que ce que l'Europe peut et doit faire sur la banane, la canne à sucre, pour ne citer que ces biens agricoles, est absolument fondamental. On ne peut pas protéger nos intérêts, on ne peut pas protéger au bon sens du terme, pas avec celui de protectionnisme, mais défendre légitimement nos intérêts hors de l'Europe. Parce que lorsqu'on a affaire à des pays géants comme le Brésil, lorsqu'on a affaire à des pays continents comme les États-Unis, et qu'on veut défendre qui l'intérêt de la canne à sucre, qui l'intérêt de la banane, pour ne prendre que ces 2 exemples, il est évident que l'Europe est un acteur qui est absolument essentiel. C'est pour ça que je crois à la politique agricole européenne. On aura des négociations dès 2018 qui seront extrêmement intenses pour renégocier la PAC 2020. Et là-dessus, les intérêts des territoires ultramarins et de nos cultures sont absolument fondamentaux. Et d'autre part, on a aussi notre politique commerciale qui doit passer par l'Europe, qui passe par l'Europe et qui est beaucoup plus efficace par l'Europe. Donc je veux une Europe qui soit plus pragmatique, qui s'occupe moins des détails de la vie quotidienne et qui parfois vient, on sait bien, déstabiliser, ennuyer sans qu'on le comprenne l'intérêt si je puis dire, des règles qui sont prises. Une Europe qui produit moins de normes, parce que c'est un des axes importants que j'ai évoqué samedi. Je suis pour une vraie simplification de la vie normative des acteurs économiques, et en même temps, une Europe qui protège, qui défend nos intérêts, qui porte justement les intérêts de nos territoires ultramarins. Alors, vous savez que la situation de l'emploi n'est pas extraordinaire, qu'il y a des milliers de chômeurs, des milliers de RMistes. Vous avez appelé dans votre discours de la porte de Versailles au travail. Qu'est-ce que vous faites pour remettre les gens au travail et pour tenter de régler un tant soit peu la situation actuelle de l'emploi? Alors, je veux en effet être le candidat du travail. Pourquoi ? Parce que c'est le travail qui vous donne une place dans la société, qui émancipe, qui permet de construire sa destinée. Il n'y a rien de pire quand je vois en effet les chiffres du chômage, et en particulier du chômage des jeunes qui peuvent atteindre 50% dans certaines régions ultramarines. Et donc, pour y répondre, il y a évidemment les mesures que nous prenons sur tout le territoire de la République. Plus de dialogue social, plus de flexibilité et d'agilité dans notre économie, c'est bon pour toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et tous les salariés de France, qu'elles soient métropolitaines comme ultramarines. Réussir à augmenter le salaire net, ce que je propose, en faisant que pour tous les salariés, pour tous les indépendants, artisans, commerçants, pour tous les fonctionnaires, le travail paye mieux, est absolument décisif. Et puis, la mesure que j'ai prise qui permet d'alléger de 6 points les charges des entreprises jusqu'à 2,5 SMIC, c'est-à-dire de transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en allègement de charges pérennes, est
extrêmement importante et touchera tous les entrepreneurs. En plus de ça, il y a des mesures, une culture qui doit être développée. Cette culture du droit à l'erreur que j'ai mentionnée là aussi, porte de Versailles, qui vaut pour tous les entrepreneurs et qui doit être là aussi un des axes de développement de l'entrepreneuriat ultramarin. Mais également, quelques mesures plus spécifiques. Moi, je veux renforcer l'apprentissage, je veux renforcer ce qu'on doit faire pour justement les jeunes. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne rentrent pas dans le marché du travail, et en particulier outre-mer? C'est le fait que pour beaucoup d'employeurs, le coût des employés est trop élevé, qu'il y a des incertitudes, qu'il y a des problèmes de formation initiale. L'apprentissage, c'est ce qui permet à la fois de continuer à former et de rentrer dans la vie active. Et donc là, je veux que la République renforce les moyens qu'elle met sur l'apprentissage et l'alternance, qu'elle simplifie les dispositifs, qu'elle leur donne plus de visibilité et qu'elle les valorise. Et donc là, ce sera un axe important. Ensuite, je veux développer certaines activités en investissant et en accompagnant les acteurs économiques, en particulier privés, à investir. Le tourisme est un axe de développement de tous ces territoires ultramarins. Et c'est un axe de création d'emplois pour les jeunes, qu'ils soient qualifiés ou peu qualifiés. Il y a beaucoup justement d'emplois peu qualifiés qui existent dans ce secteur, qui sont non délocalisables. Il faut absolument les encourager en aidant à la modernisation des structures touristiques, en investissant sur la valorisation de ces territoires et leur attractivité en matière touristique. Et puis, il y a tout un tas de secteurs qui dépendent de la commande publique. Je pense au BTP, entre autres, qui sont aussi très présents dans ces secteurs. Je sais l'importance sur le territoire guyanais de ce sujet, où là, nous devons améliorer les délais de paiement, qui restent beaucoup trop importants, les règles en cours, et là aussi procéder à une vraie relance, parce qu'il y a à la fois un besoin de logement, un besoin d'infrastructure, des professionnels qui sont là sur le territoire, et un vrai potentiel d'activité. Enfin, les nouvelles activités environnementales, numériques, je parlais de la biodiversité aussi, sont absolument cruciales et impliquent là également de renforcer l'effort de formation tout au long de la vie. On a aujourd'hui des Françaises et des Français ultramarins qui se trouvent dans des secteurs qui ont été formés initialement pour des secteurs sinistrés. L'investissement que je veux faire en termes de formation professionnelle et continue, en orientant mieux notre formation, en labellisant des formations qualifiantes pour des jeunes ou moins jeunes qui doivent se repositionner dans le marché du travail, c'est quelque chose d'essentiel pour ces territoires. Puis enfin, en développant les activités d'extraction, d'exploitation, respectueuses de l'environnement, c'est d'ailleurs le message que j'avais porté en tant que ministre il y a quelques mois, lorsque je m'étais rendu déjà en Guyane, et que j'avais porté le projet en particulier Mines Responsables, c'est aussi un formidable vecteur de création d'activités. Un voyage qui s'annonce riche au vu de votre propos. Juste un mot, après ce voyage, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que vous allez mettre en place au sein du mouvement En Marche une sorte de secrétariat chargé spécifiquement des Outre-mer? Oui, il y a déjà une équipe qui s'est constituée, qui a permis de préparer ce voyage et de commencer à travailler sur ce sujet. Elle sera renforcée, enrichie justement de tout ce que nous ramènerons de ces contacts et de ces expériences partagées, structurées pour pouvoir, durant toute la campagne, à la fois écouter, continuer à échanger, et puis préparer un plan d'action très concret que je veux pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. Je donne les prémices de cette vision dans mon livre Révolution, et je continuerai donc, grâce à cette équipe que nous allons structurer et renforcer dès mon retour, pour que les prochaines semaines et les prochains mois soient utiles pour les Outre-mer. Emmanuel Macron. Pour les territoires d'outre-mer et pour tous les ultramarins qui aussi vivent en France métropolitaine et continuent à être attachés à ces territoires, intéressés par ces territoires parce qu'ils ont une partie de leur famille ou qu'ils y reviennent au gré des congés bonifiés une ou plusieurs fois par an. Et donc c'est aussi ce continuum que je veux pouvoir installer et développer. Une dernière question, Emmanuel Macron, qui touche plus à la politique politicienne. On voit depuis 48 heures Sylvia Pinel rejoindre les primaires, notre membre dire bon mais moi je ne vais plus à ces primaires. Vous savez que la division nourrit avec certitude et constance l'échec. L'union permet de rassembler les forces et les énergies politiques. Est-ce que vous allez répondre à ceux qui vous disent allez rejoignez ces primaires?
Eh bien, je réponds à toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de la division entre les progressistes, qui considèrent qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes de progrès sont pour les uns à gauche, pour d'autres à droite, pour d'autres au centre. Je leur propose depuis avril dernier de se réunir justement, de ne pas se diviser et de se réunir dans En Marche. Et ça correspond d'ailleurs à la tradition politique de l'Outre-mer, où vous avez des femmes et des hommes qui ont su porter des projets, qui ont su rassembler au-delà des clivages qui existent dans la vie politique, au fond beaucoup plus métropolitaine, et qui se perdent parfois dans ces petites divisions. Quand je regarde les majorités qu'ont constitué l'ensemble des présidents de région, dans les 3 régions que je m'en vais visiter, à chaque fois, ils ont su rassembler au-delà des clivages politiques. À chaque fois, ils ont su rassembler des femmes et des hommes qu'on appelait traditionnellement de gauche, de droite ou du centre, parce qu'ils portaient un projet pour leur territoire et qu'ils partageaient les mêmes valeurs. Et donc je dis à tous les progressistes de France métropolitaine ou ultramarine, ne perdez pas trop de temps avec ces chicayas. Ne perdez pas trop de temps avec des discussions d'appareil. Ils sont passés. Regardez d'ailleurs ce que ces discussions ont donné à droite. Le jour d'après, on change ce sur quoi on s'est engagé. Donc construisons plutôt un projet exigeant, partagé avec la population, à l'écoute, cohérent. C'est ce que nous allons faire dans les prochains mois. Le vrai rassemblement, il a un nom et il s'appelle En Marche. Merci Emmanuel Macron d'avoir été dans Tropique Soir. Merci à vous et bonne soirée à tous et toutes.